Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Nous accueillons ce matin 3 représentants de la Cour des comptes venus nous présenter le rapport public thématique publié le 7 février dernier et intitulé, comme vous le voyez à l'écran, Université et territoire. Il s'agit alors plus précisément de M. Clément Hénin, qui est rapporteur, M. Philippe Hayet, qui est président de la section enseignement supérieur et recherche, et M. Philippe Rousseau, qui est président de la section enseignement scolaire, jeunesse et sport de la troisième chambre, et à qui je donnerai la parole dans quelques instants. Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Vous vous doutez que l'angle territorial que vous avez retenu intéresse tout particulièrement la Haute Assemblée et en particulier notre commission. La problématique de l'ancrage territorial des établissements d'enseignement supérieur a d'ailleurs irrigué les travaux de la mission d'information sur la condition de la vie étudiante en France menée au printemps 2021 par notre Assemblée sous la présidence de notre collègue Pierre Ouzoulias et dont j'étais le rapporteur. Votre rapport dresse le constat général d'un paysage universitaire marqué par de nombreuses fractures historiques, territoriales, sociales ou juridiques qui se sont accentuées depuis une dizaine d'années. Face à ce diagnostic, vous recommandez de renouveler les modalités de pilotage et d'allocation des moyens par l'État afin qu'elles soient mieux adaptées aux spécificités, aux besoins et aux ancrages territoriaux de chaque établissement. Ce faisant, vous aboutissez à un diagnostic qui n'est pas loin d'une autre. Vous pointez en particulier l'inégale répartition des moyens selon les universités. Vous soulevez la question de l'appellation même d'université. Vous faites le bilan des campus connectés où vous appelez à une clarification du rôle des recteurs vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Autant de problématiques qui sont au cœur de nos réflexions sur ce secteur. Avant de vous céder la parole pour une présentation plus détaillée de votre rapport et une présentation visuelle également, de vos constats et de vos propositions, je me permets de vous rappeler que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Après votre intervention liminaire, notre rapporteur sur les questions d'enseignement supérieur, Stéphane Piednoir, vous posera une première série de questions, puis les autres collègues qui le souhaiteront interviendront également. Sans plus tarder, je vous donne la parole, Monsieur Hayet, pour commencer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci beaucoup de votre invitation. Nous en sommes très honorés. La Cour est toujours honorée de pouvoir présenter ses travaux devant l'une de vos commissions. Je le suis à titre personnel puisque c'est la première fois, ayant pris mes fonctions récemment, que je me trouve devant vous. Et donc, nous allons essayer de répondre à vos attentes. Vous avez déjà évoqué des travaux que vous aviez réalisés. Je me permets de rappeler, parmi les travaux que nous avions présentés à votre commission, c'était il y a 2 ans, le rapport sur l'autonomie financière de l'université, qui n'est pas sans lien avec notre sujet, que nous avions présenté à votre commission des finances à l'automne 2019. Quelques mots, et je céderai la parole à mon prédécesseur et collègue Philippe Rousseau, quelques mots pour cadrer le sujet, mais vous le connaissez bien. Vous savez qu'il existe environ 70-75 universités en France qui sont de taille très variable, de 2000 à 80 000. Vous savez que la population étudiante globalement est de 3 millions, dont plus de la moitié dans les universités au sens strict, mais c'est une population qui croît. Les prévisions du ministère de l'Enseignement supérieur font que la population va croître, toutes choses égales par ailleurs, jusqu'en 2025. Vous savez également que la France consent une dépense de son PIB pour l'enseignement supérieur qui est de l'ordre de 6%, qui est en dessous de la moyenne de l'OCDE et en dessous de l'Allemagne, par exemple, par comparaison. Vous savez aussi, évidemment, même si nous ne sommes pas à la Commission des finances, que cette dépense se concentre principalement, et c'est ce qui nous intéresse, nous, Cour des comptes, sur la mission interministérielle, avec ces 29 milliards et quelques de dépenses budgétaires, sans compter les dépenses fiscales. Alors, le sujet est bien celui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est exactement de l'ancrage dans les territoires, puisque nos universités ont des ambitions mondiales, les classements, nous sommes en saison de classement, vous pouvez voir dans la presse ces jours-ci, je n'ose dire des rankings devant vous, mais des classements des universités, mais nous pensons aussi qu'il faut être très attentif à la dimension territoriale, à l'ancrage, pour des raisons de débouchés, pour des raisons de communauté territoriale. Et je vais laisser évidemment mes collègues vous présenter nos constats et nos recommandations. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être faire tout d'abord
Philippe Hayet a eu la gentillesse de rappeler que j'étais son prédécesseur. J'étais surtout le contre-rapporteur de ce travail. Ce travail dont nous allons parler aujourd'hui se situe dans le sillage de la note dite d'enjeux structurels que nous avions publiée en octobre 2022 et qui s'intitulait « Les universités à l'horizon 2030, plus de liberté, plus de responsabilité ». Si vous avez cette note en mémoire, comme son nom l'indique, elle creusait le sillon de la question de l'autonomie des universités et posait plusieurs questions dans un format très bref sur la relation avec les territoires. Si bien que ce travail, finalement, se situe dans la continuité de ce premier travail. Il essaye d'en documenter quelques orientations et d'en conforter la plupart, même si il nous a permis aussi de tempérer quelques-unes de nos observations initiales. Tout au début du lancement de cette enquête, nous pensions l'intituler « L'enseignement supérieur et la recherche et les territoires ». Et devant la vastitude du sujet, nous avons décidé de le restreindre à universités et territoires. J'y reviendrai dans quelques instants. Bon, je ne vais pas reprendre le fil de ce travail, c'est Clément Hénin qui le fera, mais vous avez vu que qui dit territoire dit géographie, et qui dit géographie dit histoire. Et ça, tout ça va ensemble. Et de ce fait, nous avons essayé de montrer comment, sans aller trop loin dans le détail, comment c'est défini la territorialité progressivement des universités avec, dans le passé récent, la date charnière qui est évidemment en 2007, la loi Liberté et Responsabilité des universités. Et finalement, une situation où on a du mal à se retrouver entre la nécessité de garantir un accès à l'enseignement supérieur partout sur le territoire et assurer aussi, et assumer plus exactement, la situation des territoires où le taux de couverture des universités est très faible. Nous avons parlé avec des guillemets de désert universitaire. Donc cet état des lieux s'appuie sur une très vaste documentation. Naturellement, parler de territoire, c'est aussi parler de déconcentration. Nous avons donc fouillé la piste de la déconcentration. On pourra y revenir tout à l'heure avec, bien sûr, la question de la relation entre les rectorats et les universités. Qui dit territoire dit décentralisation, et nous avons donc aussi travaillé en relation avec les différentes collectivités sur les questions qui peuvent directement les intéresser. Et enfin, et pour la première fois, je crois, nous avons également travaillé avec le secteur des entreprises pour mieux assurer la question de l'implantation des universités dans leur tissu économique. Alors, un petit mot, si vous le voulez bien, sur les modalités de réalisation de cette enquête. Toutes les universités ont été questionnées, ont reçu un questionnaire. Le taux de réponse a été très satisfaisant, plus de 65%, des réponses très, très documentées. Chaque réponse fait parfois plus de 100 pages. Nous avons également bénéficié d'un sondage auprès des entreprises qui nous ont apporté plus de 400 entreprises ont répondu à ce sondage, qui était lui-même assez fouillé et qui nous ont permis de dresser un premier tableau de la perception. Il s'agit d'une perception des entreprises vis-à-vis des universités. Et enfin, pour votre bonne information, sachez que c'est un rapport qui a été mené en un an, mais son temps opérationnel a commencé en février de l'année dernière et s'est achevé au mois de juillet. Entre juillet et décembre, date de la parution, c'est le temps de la procédure et de la contradiction. Je voudrais insister auprès de vous pour vous dire qu'il s'agit là d'un premier pas et absolument pas d'un travail définitif, bien au contraire. Nous n'avons pas tout vu, pour des raisons tout à fait pratiques, les effectifs et le temps qui nous était imparti. Il s'agit en vérité d'une démarche d'ouverture et d'exploration pour nos lecteurs, mais aussi pour nous-mêmes. Nous avons laissé de côté des domaines tout à fait fondamentaux, tels que la recherche et l'innovation. Tout le monde a en tête la vallée de la chimie, la vallée de la cosmétique, les réussites dans le bois à Limoges ou sur les hydrocarbures à Pau. Tout ça, on ne l'a pas fouillé. De même, nous avons
à peine effleuré la notion d'impact. Nous avons à peine effleuré la notion de modélisation que nous aurions bien voulu pouvoir mettre au point. Et pour ne rien dire de la question de l'immobilier universitaire, tout à fait centrale dans ce domaine. Mais pour nous consoler, nous avons publié il y a peu un rapport spécialement consacré à ce sujet il y a quelques semaines. Voilà, pour terminer cette brève présentation, vous avez vu sans doute les réponses qui ont été faites à ce travail. Donc globalement, la réponse de la ministre, Madame Retailleau, est plutôt difficile, je ne permettrai pas de la qualifier, mais ne conteste pas la plupart de nos observations, et elle nous annonce que l'esprit de ce rapport se trouve en partie traduit par la réflexion qui est en cours actuellement au sein du ministère, et notamment par la mise en place des COMP, les contrats d'objectifs et de moyens et de performance. Vous aurez sans doute aussi vu les réponses des collectivités. Alors, sachez aussi que nous avions auditionné France Université et que France Université a publié un communiqué qui donne un élément de satisfaction globale, mais qui regrette deux choses. La première, c'est qu'on ne soit pas allé assez loin dans la question de l'autonomie, ce qui me paraît un peu rapide, parce que précisément, c'est pas parce qu'on ne prononce pas le mot à toutes les trois phrases qu'on n'en parle pas, et qu'on avait, avec la note précédente que je vous indiquais tout à l'heure, déjà largement fouillé cette question, et elle regrette que nous ne prononcions pas assez le mot évaluation, et qu'on ne le traite pas assez. Ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs une idée qui a été reprise par le HCERES dans un communiqué public, qui lui-même pense qu'au cœur de toutes les solutions se trouve l'évaluation. On le prend au mot. Et pour terminer, nous avons eu pas mal de presse sur ce rapport qui a donné lieu à des échanges entre tiers et à un débat. Voilà, Monsieur le Président, si vous permettez, on pourrait donner maintenant la parole à Clément Hénin qui, en 15 minutes environ, va parcourir les principales observations de ce travail, après quoi nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions. Très bien. Monsieur Hénin. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Sénateur. Donc, la Cour s'est intéressée dans cette enquête aux liens entre l'université et les acteurs territoriaux, et plus généralement les liens entre l'université et les territoires. Donc, comme l'a précisé Monsieur Rousselot, nous nous sommes focalisés pour ce rapport sur les liens entre l'université, entre l'enseignement supérieur et les territoires. On a donc laissé de côté, à contre-cœur, la question de la recherche. Donc, le premier constat qu'on peut percevoir, c'est celui des disparités géographiques dans l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez sur le transparent ici le taux de diplômés chez les 25-34 ans. Et on voit que ce taux en fait décroît assez naturellement à mesure qu'on s'éloigne des grandes villes. Il paraît aussi de façon assez claire que la présence d'un établissement d'enseignement supérieur fait augmenter ce taux de façon assez locale, ce qui atteste une fois de plus des liens entre les politiques d'aménagement du territoire et les politiques de l'enseignement supérieur. Alors que cette carte fait apparaître toutes les universités sur un pied d'égalité, en réalité, le premier constat de la Cour, c'est que le concept même d'université, qui a été très longtemps protégé, est aujourd'hui éclaté dans des réalités très diverses. Donc, les établissements qui partagent le titre d'université n'ont plus grand-chose en commun. Alors déjà, ces universités héritent de disparités historiques marquées en matière de finances, en matière de profil d'étudiants et surtout en matière de place de la recherche. Et ces disparités ont été récemment accentuées par diverses mesures, dont les investissements d'avenir, qui ont cherché à créer 10 à 20 universités d'excellence en recherche par des procédures sélectives. Alors ce que montre notre enquête, c'est que pour la plupart, les petites universités, donc ce qu'on appelle une petite université, c'est une université qui a environ 20 000 étudiants ou moins, ne sont plus en mesure de capter ces financements sélectifs pour mener leur recherche dans l'ensemble des disciplines. Alors, pour prendre en compte ces disparités, les universités ont entrepris de se classer via des associations. Donc on a par exemple l'association des universités de recherche françaises, l'association des universités de recherche et de formation, les petites ou moyennes universités, qui attestent bien de ces disparités. Plus récemment, la création, ou plutôt la possibilité de créer des établissements publics expérimentaux, prévus par l'ordonnance de 2018, ordonnance dite Vidal, concrétise juridiquement ces disparités entre établissements.
Alors, dans ce contexte, la Cour constate que le dispositif d'allocation des moyens du ministère n'a pas évolué pour prendre en compte ces réalités. C'est un dispositif qui est très centralisé, qui ne prend pas en compte la qualité des formations ni le territoire occupé. À l'origine, c'est ce qu'on appelait le système SYMPA, qui a été progressivement complexifié, auquel est ajouté le dialogue stratégique et de gestion, puis des dispositions spécifiques issues de la loi de programmation de la recherche. Bref, le système a fini par devenir complètement illisible pour les premières concernées, c'est-à-dire pour les universités. Donc, pour sortir de cette situation, la Cour propose 2 scénarios. Le premier scénario, c'est une catégorisation des établissements fondée sur des critères objectifs, comme le nombre d'étudiants, la place de la recherche. Donc, la Cour s'est essayée à cet exercice et a publié non pas une catégorisation, mais plusieurs catégorisations en fonction des grandes missions des universités qui sont disponibles dans le rapport. Et la deuxième option, elle prend plutôt la forme d'un dialogue individualisé sur la base de contrats d'objectifs et de moyens. Et la Cour recommande que cette option pourrait passer davantage par les services déconcentrés de l'État. Donc, quoi qu'il en soit, la Cour émet une recommandation, celui d'instituer un nouveau modèle d'allocation des moyens reposant sur des critères d'activité de l'établissement prenant en compte l'environnement territorial. Alors, sur un sujet moins structurant mais toutefois important, la Cour a constaté au cours de son enquête que le titre d'université était insuffisamment protégé puisque des établissements privés l'utilisent alors que le Code de l'éducation l'interdit. La Cour constate également que les titres de diplôme, notamment licence et master, sont insuffisamment protégés également. Des établissements privés, par des stratégies de conventionnement, permettent de délivrer ces titres qui sont normalement réservés aux universités. Donc, tout cela participe à une confusion entre le public et le privé, et ça peut participer aussi à des situations de concurrence que nous avons attestées entre les établissements publics. Alors, dans un contexte où les établissements privés se développent extrêmement rapidement, la Cour recommande au ministère de veiller un peu mieux au respect de ces dénominations, dans l'intérêt premier des étudiants, bien sûr. Alors, au-delà de ces constats généraux sur l'état des universités, la Cour a voulu s'intéresser aux enjeux territoriaux des missions d'enseignement supérieur et de vie étudiante à travers les exemples des antennes, des campus connectés et des CROUS. Alors, tout d'abord, les antennes. Donc, l'équipe des rapporteurs a été surprise de se rendre compte qu'il n'existait pas de définition du ministère de ce qu'est une antenne. Donc, la Cour a dû proposer une définition d'une antenne et s'appuyer sur cette définition pour analyser les antennes et leurs étudiants. Donc, la Cour a décompté 150 sites secondaires d'enseignement supérieur qui accueillent 91 000 étudiants. Il y a environ les 3/4 qui sont en premier cycle, donc c'est surtout du premier cycle, et 1/3 dans les IUT. Et ces antennes accueillent tout de même 11% des néo-bacheliers, ce qui en fait un acteur important de l'accès à l'enseignement supérieur. Ces lieux accueillent davantage d'étudiants ruraux et issus de familles défavorisées, avec une réussite qui est similaire à celle du siège, mais un taux de poursuite en second cycle qui est en revanche plus faible. La Cour a également analysé le coût de ces antennes universitaires et nous avons été surpris que le coût d'un étudiant en antenne est similaire, voire légèrement inférieur au coût d'un étudiant dans le siège, mais ce coût est toutefois toujours perçu comme un coût supplémentaire. Donc la Cour recommande au ministère de reconnaître ces antennes, en proposant notamment une définition, puis et de mieux les évaluer pour appréhender la dimension territoriale dans le calcul de la subvention pour charge de service public. Le ministère ne peut pas se cacher éternellement derrière l'autonomie des établissements sur une question aussi centrale que les antennes. Alors, une autre proposition pour rapprocher les formations des étudiants, c'est celle des campus connectés. Alors, ces campus connectés, ils ont été lancés en 2019, et il s'agit de lieux d'enseignement supérieur à distance. Donc c'est un petit peu paradoxal, c'est un lieu d'enseignement à distance. En pratique, cela passe par de la mise à disposition de matériel informatique et du tutorat. Donc, ces campus connectés ont été financés par le 3e volet des programmes d'investissement d'avenir et par les collectivités territoriales. Il y en avait 87 en 2022, ils ont accueilli 1015 étudiants à la rentrée de 2022. Donc, la Cour, après son enquête, la Cour s'interroge sur la pertinence de ces campus connectés, sachant que le coût annuel pour un étudiant est estimé à 13 000 €, ce qui est considérable, et ce coût peut monter jusqu'à 110 000 € pour un seul étudiant dans les 2 campus qui n'en ont accueilli un seul cette année. Donc la Cour recommande d'établir rapidement
un bilan de ces campus, et le ministère s'est d'ores et déjà engagé à le faire dès 2023. Alors, au-delà des questions de formation, les liens entre le territoire et les établissements pour les questions de la vie étudiante méritent également qu'on s'y attarde. Donc, tout d'abord, la Cour rejoint le constat qui avait été fait par d'autres, notamment l'Inspection générale des finances, de l'absence d'une définition et de direction claire au niveau national sur ce que recouvre concrètement la vie étudiante, ce qui peut conduire, dans le contexte de l'autonomie des établissements, à des niveaux d'implication extrêmement différents. Alors, un dispositif en particulier a intéressé la Cour, c'est celui du schéma directeur de la vie étudiante, qui est prévu par la loi de 2013, donc c'est la loi dite de Fioraso, et qui oblige les établissements à se coordonner localement sur les questions de la vie étudiante. Alors, si l'initiative est louable, la Cour constate, ici en ne faisant quasiment que remonter simplement les retours des universités, que le schéma directeur pourrait être plus efficace en se concentrant sur les partenariats les plus fréquents, ce qui revient en fait à passer d'une échelle régionale à une échelle plutôt métropolitaine, voire départementale dans certains cas. Donc enfin, on ne peut pas parler de vie étudiante sans aborder la question des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les CROUS. Donc les CROUS restent l'acteur central de la vie étudiante, notamment sur les thématiques du logement, de la restauration et des bourses. La Cour juge qu'un rapprochement des CROUS et des universités pourrait représenter de nombreux avantages, notamment la création d'un guichet unique pour les étudiants, ce qui est une demande de leur part, et une meilleure coordination sur le terrain. Il y a quelques exemples qu'on peut vous citer, l'aménagement des horaires de cours pour diminuer la file d'attente dans les restaurants universitaires, ou la question des logements vacants pendant la période estivale. Toutefois, après avoir interrogé les universités directement sur cette question, la Cour constate que les universités y sont globalement opposées, donc il y a 65% des réponses qui sont défavorables à un rapprochement entre les CROUS et les universités. Donc une montée en puissance progressive des universités sur la question de la vie étudiante paraît préférable. Toutefois, un rapprochement à titre expérimental sur les universités qui sont d'accord pourrait être envisagé pour tester ces idées. Alors, il est difficile de parler de territoire sans mentionner bien sûr le rôle des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l'État. Alors que l'enseignement supérieur a longtemps été considéré comme une compétence exclusivement régalienne, aujourd'hui les collectivités territoriales sont des alliées précieuses. Elles financent pour 1,5 milliard d'euros l'enseignement supérieur et la recherche. 67% de ces financements sont portés par les régions et environ un quart par les intercommunalités et les communes. La Cour a constaté que les régions, qui sont pourtant chefs de file en matière d'enseignement supérieur et recherche depuis la loi NOTRe, mènent souvent de leur propre politique sans pleinement assurer ou pouvoir assurer la bonne coordination avec l'ensemble des autres collectivités territoriales. Cette absence de coordination conduit à des répartitions perfectibles, voire dans certaines situations à des dispersions des financements qui sont préjudiciables. Donc le MESR peine à associer les collectivités territoriales dans l'exercice de contractualisation qu'il mène tous les 5 ans, donc il s'agit des fameux contrats quinquennaux, malgré les récentes dispositions de la LPR qui l'y invitent. La Cour estime qu'une réforme de l'organisation du MESR est nécessaire pour pouvoir pleinement exercer son rôle de stratège et mieux prendre en compte les spécificités du territoire. Donc, allant dans ce sens, la fonction de recteur délégué à l'ESRI a été créée dans certaines régions et pas dans toutes les régions en 2020, afin de faciliter le dialogue avec les universités. Toutefois, la Cour regrette que le rôle et les missions confiées à ces recteurs délégués ne sont pas clairement établis, ce qui peut conduire à des situations très variables, et notamment ils n'ont pas la pleine délégation de la part des recteurs de régions académiques qui restent les chanceliers des universités. Donc la Cour recommande de clarifier la place et le rôle de ces recteurs délégués. Enfin, la Cour a souhaité étudier pour la première fois, comme le soulignait M. Rousselot, les liens entre les universités et le monde économique, les universités et les entreprises. Alors, tout d'abord, la Cour a remarqué que certaines universités ont lancé des évaluations ou des études d'impact qui visent à mesurer l'impact économique des universités sur leur territoire.
d'impact économique des universités sur leur territoire afin de mesurer en quelque sorte quel est le retour sur investissement de l'argent public mis dans l'enseignement supérieur. Donc ces initiatives sont louables et pourraient notamment permettre de faciliter les négociations budgétaires pour ces établissements. Alors, la Cour recommande d'établir un cadre méthodologique national pour pouvoir apprécier ces impacts de façon comparable et notamment avoir un impact global à l'échelle du pays. Enfin, les acteurs du monde économique s'affirment de plus en plus comme des interlocuteurs essentiels des universités. Les chefs d'entreprise participent au conseil d'administration, à différents conseils pédagogiques, ce qui contredit l'image historique qu'on peut avoir d'université qui est très éloignée des entreprises et qui n'est plus entièrement vraie. Pour s'en rendre compte de façon plus objective, la Cour a réalisé un sondage auprès de plus de 400 chefs d'entreprise en partenariat avec CCI France. Et ce sondage a fait apparaître qu'une majorité des chefs d'entreprise souhaiteraient être davantage associés et informés sur l'offre de formation. De façon un peu plus précise, on a 70% des dirigeants interrogés qui pensent ne pas être suffisamment informés sur l'offre de formation des universités les plus proches de chez eux. Le sondage montre aussi qu'un tiers des dirigeants souhaitent pouvoir davantage influer sur les évolutions de l'offre de formation et 20% voudraient être mieux intégrés dans les parcours universitaires. La plupart des chefs d'entreprise déplorent également un manque de réactivité dans la construction et l'agrément des diplômes. Donc, c'est trop long et trop difficile de créer un nouveau diplôme. Et notamment pour répondre à cette question, la Cour recommande une expérimentation qui permettrait aux échelons académiques, au rectorat, d'intervenir dans les procédures d'accréditation afin de les rendre plus réactifs et de mieux prendre en compte les spécificités territoriales. Je vous remercie pour votre attention. On est à votre disposition pour les questions. Merci. Rapport, comme je le disais, qui recouvre un certain nombre de points que nous avions nous-mêmes examinés dans la mission d'information, mais qui ouvre aussi de nouvelles pistes. Et je suis sûr que mes collègues vont intervenir justement sur ces nouvelles pistes. Et on va commencer par Stéphane Piednoir, notre rapporteur sur les crédits budgétaires de l'enseignement supérieur. Merci Monsieur le Président, messieurs, merci pour cette présentation d'un travail, comme à l'accoutumée, fouillé et transversal sur l'implantation territoriale des universités dans leur diversité. Vous avez insisté en préalable sur les différentes phases de construction et d'implantation des universités, de création des universités sur notre territoire. Juste sur l'utilisation et l'exploitation, l'appropriation du titre université lui-même, dans votre propos tout à l'heure, je pense que ce que vous vouliez dire, c'est qu'il convient de différencier les universités privées qui ont acquis ce titre avant la loi de 1880 et celles qui l'ont acquis après. Je pense que pour que les choses soient tout à fait claires. Première partie de mes observations, de mes questions, vous dressez finalement un constat assez sévère du pilotage de l'État par l'État du paysage universitaire et votre rapport invite finalement à une réflexion systémique sur les universités, leur mission, leur fonctionnement, incluant le sujet central du financement, notamment évidemment par les subventions pour charges de services publics, mais pas que, également par les PIA qui, on l'a vu sur vos graphiques, sont, j'allais dire, accaparés, en tout cas très, très concentrés sur les universités de grande taille. Premier point, donc l'évolution de cette contractualisation entre l'État et les universités actuellement en cours fournit une nouvelle opportunité, si j'ose dire. Estimez-vous que la création des COMP, des contrats d'objectifs, de moyens et de performance, est cette solution, est la solution pour permettre une meilleure allocation des moyens en tenant compte donc des singularités des sites, des universités. Et cet outil qui est aujourd'hui expérimenté auprès de quelques grandes universités, doit-il être étendu à toutes les catégories, à l'ensemble des catégories d'universités dans leur grande diversité, comme je l'ai dit précédemment. Votre rapport ne s'engage pas beaucoup sur la question de l'autonomie, vous êtes revenu là-dessus. Effectivement, sans vous demander de citer ce terme toutes les trois lignes, c'est pourtant directement lié à votre étude. Donc pourquoi ce manque de focus, disons, sur l'autonomie des universités? Quelle forme pourrait prendre, selon vous, une nouvelle relation refondée entre le ministère et ses services déconcentrés et les établissements?
sur les antennes universitaires, vous dressez un bilan plutôt favorable sur ces antennes universitaires, alors avec une terminologie qui reste à affiner, parce que le terme d'antenne est plutôt perçu péjorativement, mais d'abord avec des résultats académiques qui sont tout à fait comparables avec ceux des universités mères, et un coût estimatif inférieur, quoique assez approximatif, si j'ai bien compris, puisqu'on n'a pas on n'a pas véritablement d'outils pour mesurer ça de manière plus précise. Mais en revanche, une poursuite d'études en deuxième cycle assez faible. Quelles sont, selon vous, les raisons de ces singularités et les freins éventuels au déploiement de ces antennes sur d'autres parties du territoire? Concernant la vie étudiante, vous pointez l'insuffisance de la coordination entre les Crous et les établissements d'enseignement supérieur, particulièrement dans le domaine du logement et de la restauration, qui a été mis en lumière, si je puis dire, avec les dernières crises. Quelles en sont les raisons? Vous recommandez également de renforcer la responsabilité des universités en évoquant même une hypothèse de rapprochement administratif. C'était votre dernier point tout à l'heure entre les Crous et les universités, mais toutefois rejeté par une majorité d'entre elles. En quoi ce rapprochement, selon vous, serait bénéfique? Et les Crous y sont-ils favorables? J'ai cru comprendre que non, dans leur très très grande majorité. Et enfin, votre rapport insiste sur la nécessité de mieux orienter l'offre de formation vers les attentes du monde économique, une interaction entre ces deux mondes. Pourtant, au niveau territorial, de nombreuses universités sont déjà engagées dans cette démarche d'interaction. Considérez-vous qu'il manque une impulsion, voire une coordination à l'échelon national à l'initiative du ministère de cette interaction? Je vous remercie. La parole également à Laure Darcos, qui est rapporteur des crédits budgétaires sur la recherche. Oui, merci Monsieur le Président, merci messieurs. Votre rapport ne traite pas directement de la mission de recherche des universités. Pourtant, l'importance ou non de celle-ci participe à la catégorisation des établissements. Certaines universités conduisent à une recherche pluridisciplinaire de premier ordre au niveau mondial. Je suis élu du plateau de Saclay, donc voilà, je parle aussi à chaque fois, j'embête mes collègues avec cette fierté chauvine, alors que d'autres se concentrent sur un champ de recherche particulier, voire uniquement sur leur mission de formation. Le nouveau modèle d'allocation des moyens que vous appelez de vos voeux doit-il aussi tenir compte de l'activité de recherche de ces universités? Si oui, sous quelle forme? Et quel devrait être, selon vous, à ce moment-là, le rôle des recteurs délégués à l'ESRI en matière de politique de recherche au niveau des territoires? Merci. Je vais vous laisser répondre à ces deux premières questions, et puis après, je donnerai la parole aux autres collègues qui l'ont souhaité. Comment vous vous répartissez? Alors, je vais essayer, monsieur le sénateur, de reprendre dans l'ordre, et madame la sénatrice également. Pour ce qui concerne... Alors, vous nous dites qu'on n'a peut-être pas assez parlé de la notion d'autonomie. Moi, je pense qu'on en parle tout le temps. Parce que l'autonomie, vue par nous, c'est un tout. Ce n'est pas une question simplement financière ou juridique, c'est la capacité pour l'université d'être globale, si je puis employer cette expression, non pas sous la forme de l'anglicisme qui voudrait dire mondial, non, mais globalisée sur un ensemble de fonctions, dont la vie étudiante, dont la formation, dont la recherche, dont les relations avec le tissu économique. Le COMP est-il le bon outil? L'avenir nous le dira. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le passé, la Cour des comptes n'a cessé de demander la mise en point de COM. Le P me paraît un petit peu superfétatoire, en tout état de cause, des COM, sous la condition expresse que le M soit contractuel. C'est-à-dire que les universités puissent, dans ce document, disposer d'une vision pluriannuelle des moyens, sous la forme principale des SCSP, des moyens qui leur seront alloués, afin de précisément donner un sens stratégique à ce contrat. Donc ce que nous demandons dans le contrat, c'est qu'il soit aussi
comment dirais-je, issus de l'université que du ministère. La stratégie de l'université doit être montée par elle, et cette stratégie doit être déclinée en objectifs, c'est le O de com, et donc c'est cette stratégie universitaire qui doit être en quelque sorte validée sous condition, naturellement, par le com, et par le ministère, excusez-moi, contractuel. Et voilà. De ce fait, pour nous, le com, si jamais il répond à ses ambitions, si jamais il s'installe dans une séquence pluriannuelle, s'il comporte au moins un bilan d'étape, après, c'est une affaire technique. Quels sont les bons indicateurs? Quel est l'énoncé le plus judicieux pour les objectifs? Ça, c'est de la technique, je dirais, d'un deuxième ordre. Ce qui est fondamental, c'est que ce soit un contrat. Que se passe-t-il si les clauses ne sont pas respectées? Ce qui importe, c'est qu'il soit pluriannuel, que les moyens soient très clairement engagés sous une forme contractuelle, avec que se passe-t-il si les clauses ne sont pas respectées aussi dans ce domaine? Donc, pour tout vous dire, pour nous, le com est un outil qui, sous ces conditions, nous paraît de nature à entraîner des progrès, car la relation financière entre l'État et l'université devient plus singulière, plus concentrée sur ce qu'est l'université en question, qu'elle soit grande, petite, moyenne, littorale, montagnarde ou urbaine. Ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, chaque relation contractuelle entre le ministère et l'université doit être singularisée à ce qu'est cette même université. On ne peut pas faire le même travail pour une université de 100 000 étudiants, qui sera bientôt, on y arrivera bientôt, à Lille par exemple, ou à Marseille, et une université de 3 000 étudiants, comme il en existe aujourd'hui, des universités. Et ce que nous disons aussi dans ce rapport, c'est que le com, qui ne doit pas être qu'un outil financier, je répète, il doit être la traduction d'une stratégie locale, doit intégrer le phénomène territorial tel que nous l'avons commencé à le survoler et à l'esquisser dans ce travail. Sur les antennes, pourquoi ce déficit de second cycle? C'est sans doute parce que jusqu'à présent, le second cycle reste la spécialité de la maison mère, si je puis employer cette expression vis-à-vis des antennes, parce que les professeurs et les maîtres de conférences qui pilotent les masters et les doctorats sont moins mobiles. Alors on en trouve, bien entendu, qui font le déplacement, mais ça reste dans l'ordre d'un tiers des professeurs ou des enseignants chercheurs. Et de ce fait, c'est une sorte de contrat moral qui s'est installé entre l'étudiant et son université. Il fait son premier cycle dans une antenne et il sera appelé à faire le second dans l'université mère. Ça reste à discuter, bien entendu, mais là encore, je me méfierais personnellement d'une recommandation générale sur ce point. Je pense que c'est à chaque université d'étudier de près l'opportunité qu'il y aurait pour elle de décentrer son deuxième cycle vers des antennes. Ce qui aurait évidemment pour bénéfice d'éviter aux étudiants un déplacement qui peut, dans certains cas, s'avérer compliqué. Bon, sur les Crous, l'histoire, c'est que nous avions tenté à la Cour de lancer une idée un peu forte dans cette note structurelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, où nous lancions l'idée dans cette optique que je décrivais à l'instant de l'université globale, l'université campus, que le campus existe ou pas, naturellement, en tant qu'entité physique. Nous pensions que l'autonomie, c'était aussi la capacité pour les universités de piloter complètement la vie de l'étudiant. Et à ce titre, de pouvoir intégrer les dispositifs actuellement plus spécialisés sur l'hébergement et la restauration et certaines formes d'aide que sont les Crous. À l'occasion de la contradiction de cette note, c'est le CNUS qui avait émis des réserves très, très fortes, ce qui était tout à fait, je dirais, dans son rôle. En revanche, nous avions été... les autres acteurs du monde de l'ESR avaient réservé un accueil
soit favorable, soit ouvert en tout cas, pas négatif à cette idée. Et donc notre surprise, dans le cadre de ce rapport, a été, lorsque nous sommes allés au contact des présidents d'université, de nous rendre compte qu'ils ne se sentent pas prêts. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition idéologique ou théorique ou quelque chose. C'est qu'en vérité, ils ne se sentent pas encore prêts pour assumer cette charge dont la Cour a montré les limites, mais qui, c'est vrai, dans la vie quotidienne, peut aussi largement suffire aux universités. Donc l'idée de la Cour, c'est qu'on laisse vivre cette idée, on n'en fait plus du tout une recommandation, une perspective d'avenir, on la laisse vivre en laissant à chacun, éventuellement, comme le disait Clément Hénin tout à l'heure, la possibilité de l'expérimenter. C'est une idée qui avait reçu le soutien de France Universités, de manière explicite et écrite, il y a 1 an et demi, et c'est une idée qui reçoit aussi un accueil favorable chez un bon tiers des universités. Orienter la formation vers le monde économique, les universités ont beaucoup changé. J'ai commencé à m'y intéresser il y a une quinzaine d'années, et je dois dire qu'en 15 ans, je les ai vus devenir autres, alors, sous l'effet de divers phénomènes, les lois, les changements sociologiques, bien sûr, et démographiques, mais elles ont de plus en plus pris à leur charge des notions qui auparavant étaient très secondaires, et notamment la relation avec le tissu économique, aujourd'hui, dans certaines universités, est une priorité. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans un désert d'idées, loin de là, bien au contraire, beaucoup de dynamisme. Ce que nous remarquons, par contre, c'est le résultat de la consultation que nous avons menée avec les chefs d'entreprise, et cette consultation nous dit que il y a toujours une différence entre faire des efforts quand ils sont trop à sens unique. Il faut que les chefs d'entreprise soient appelés, soient happés dans le monde de l'université pour participer, c'est ce qu'ils demandent, à la définition de certaines formations et à la définition du bassin d'emploi et à la définition de l'insertion professionnelle en tant que stratégie. Je pense pour ma part que la présence des chefs d'entreprise dans les conseils d'administration n'est pas encore au bon niveau, en nombre, et que c'est un domaine sur lequel on pourrait sans doute faire des progrès. Et de quel chef d'entreprise parle-t-on? Parce qu'on n'est pas du tout dans la même configuration stratégique selon que l'on parle à des PME, des ETI ou des plus grandes entreprises. Et ce que nous pensons également, monsieur le sénateur, c'est que vous parliez de la place de l'État dans ce questionnement. Nous sommes quand même assez étonnés de voir qu'il n'existe pas aujourd'hui une méthode et une incitation à calculer l'impact économique d'une université. Alors certaines le font de leur propre chef, en passant par des cabinets plus ou moins spécialisés, disons spécialisés, qui produisent des travaux forcément intéressants, puisqu'ils sont uniques en leur genre, mais qui ne sont pas contre-expertisés, qui ont des conclusions parfois très étonnantes, très encourageantes, très positives, naturellement, mais aucun n'obéit à la même méthode, et ils sont encore très éparpillés sur le territoire et finalement très rares. De ce fait, c'est un sujet qui reste un petit peu en jachère, et je crois que sur un sujet pareil, une incitation de l'État par un outil méthodologique général et un questionnement général serait la bienvenue. Enfin, je vais prendre, si vous permettez, maintenant les questionnements de Madame la sénatrice. Donc c'est un sujet sur lequel nous avons fait l'impasse. Le COMP doit-il tenir compte de l'activité de recherche? Non, mais la réponse est 1000 fois oui. Par contre, au risque de vous décevoir, je ne suis pas tout à fait certain de ce que ce sera. Nous, on n'en a pas eu sous les yeux. Que faut-il pour que le COMP tienne compte de la recherche? Je reviens sur ce que je disais à l'instant. C'est qui signe le contrat? Et qui en définit l'architecture?
est-ce que le contrat est la traduction d'une stratégie locale? Y a-t-il une stratégie de la recherche dans l'université Y ou X? Celle-ci est-elle validée et par qui? Alors, malheureusement, je ne veux surtout pas botter en touche sur une question aussi importante, mais nous n'avons pas les comptes. Pour l'instant, le peu d'informations dont nous disposons ne nous permet pas de vous faire une réponse franche. Par contre, la réponse est assez catégorique pour la Cour. Il faut impérativement que la recherche universitaire, soit intégrée dans le COMP, parce que même si nous avons fait l'impasse dans ce travail présent, en nous focalisant sur enseignement supérieur, recherche et territoire, c'est capital. Bon, je ne vous apprends rien et je ne développe pas davantage. Donc si jamais la recherche ne devait pas faire partie des COMP ou en être une partie relativement secondaire et accessoire, ce serait très dommage. Voilà. Et oui, vas-y Philippe. J'ai presque terminé. Oui. Vous nous avez aussi questionné, Madame la sénatrice, sur le rôle du recteur délégué. Il n'y en a pas partout. Premier constat. Deuxième constat, la situation est très variée, ou plus exactement variable. Nous avons rencontré des délégués SRI qui ont pris en main leur dossier. Nous en avons rencontré d'autres qui sont plus à la peine. En règle générale, l'explication vient du recteur, qui délègue un peu, beaucoup ou pas du tout. Et donc, d'où notre développement et notre recommandation. Là, vraiment, face à la situation que nous avons rencontrée, il faut une doctrine et il faut clarifier le rôle de cet acteur, d'autant plus qu'il y a un potentiel de réussite. Si jamais les universités peuvent disposer d'un interlocuteur bien désigné, bien identifié, qui dispose à ses côtés du DRARI, donc le délégué régional à la recherche et à l'innovation, qui peuvent former un tandem très efficace, donc, enseignement supérieur et recherche, nous, on est plutôt ouvert à l'idée qu'il y ait un acteur déconcentré, spécialisé sur le monde universitaire et surtout qui se constitue comme interlocuteur privilégié et enfin qui soit capable de décider de quelque chose. Alors, de quelque chose au pluriel, aussi bien dans le domaine de la RH, de l'accréditation, des financements, du CPER et de tout ce que l'on voudra. Voilà, Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, quelques points pour éclairer par les travaux en cours, ce que vient de dire mon collègue Rousselot, sans reprendre l'intégralité évidemment des points qui viennent d'être évoqués. Bon, d'abord, les missions d'université, il est clair que, vous le savez, les universités tiennent 6 missions de la loi, dont bien entendu la formation, dont bien entendu la recherche et dont bien entendu l'insertion professionnelle. Et donc c'est au regard, avec des pondérations différentes, de ces 6 missions, je ne les cite pas toutes bien sûr, qu'il faut apprécier la performance, la contractualisation de l'université. Sur les comptes, évidemment, la Cour fait du travail a posteriori, et donc vous avez vu comme nous l'annonce de la première vague de comptes, les 34 premiers contrats. L'administration nous dit qu'ils ne seront pas signés avant la rentrée universitaire, donc les premiers effets, les premiers contrats, il faudra attendre quelques mois. Nous avons déjà, et je vous en informe en prenant des risques, prévu un audit flash sur les comptes, mais il faudra attendre le début de l'année prochaine. Voilà, on ira voir la première vague probablement et on pourra vous rendre compte, comme aux citoyens, de ce qui se passe. Mais enfin les comptes, et il y a ici des spécialistes, d'éminents spécialistes du budget de l'enseignement supérieur. Vous connaissez la composition du budget de l'université, la masse salariale est importante. Et donc quel est le degré de contractualisation possible en quantité et en niveau quand on a un pourcentage significatif plus que majoritaire de masse salariale? C'est un sujet que nous regarderons également. Sur les questions des antennes universitaires, très rapidement, notre enquête montre que la performance des antennes universitaires en termes de formation n'est pas inférieure à celle des universités moyennes, enfin de l'ensemble des universités, mais ça n'est pas satisfait. Vous savez que nous avons en France une performance qui est insuffisante. Moins de la moitié des étudiants en licence sortent avec un diplôme, même en 5 ans. Donc voilà, c'est pas satisfait, c'est pas pire, mais on peut certainement faire mieux. Si on parle de performance, le P, je crois qu'on peut progresser. Sur la question de la vie étudiante, je me permets de signaler qu'il existe une enquête actuellement en cours sur les CROUS de l'IGESR,
Voilà. Donc, je pense que dans quelques semaines, vous aurez, elles seront rendues publiques, une contribution. Et nous-mêmes allons travailler, une autre annonce, au second semestre, ça prendra du temps, à une évaluation d'une partie importante des budgets étudiants, qui est la question du logement étudiant. Donc, la Cour va travailler sur le logement étudiant sans pouvoir produire avant l'année prochaine. Sur les questions, je n'en reviens pas sur la question de l'insertion professionnelle. Sur la question de la recherche, je me permets de signaler quelques productions qui éclaireront de manière microscopique, enfin microéconomique, la question. Nous allons produire et publier dans quelques semaines un travail sur 2 UMR de l'Université de Paris-Créteil. L'Université de Paris-Créteil, l'UPEC, nous allons produire un rapport public dans les jours qui viennent. Vous pourrez voir un peu comment cette grosse université fonctionne. Mais nous avons un focus sur 2 de ces unités qui permettent d'analyser un petit peu les faiblesses. Et surtout, et ces derniers points, nous sommes en train, et c'est grâce à Philippe Rousselot, de rédiger ce que nous appelons une note structurelle sur la recherche, qui est un peu le pendant de celle qui a été citée à plusieurs reprises sur les universités. Et ça, on l'a dévoilé, elle est en cours de contradiction, elle fait un peu de bruit dans le Landerneau. Elle insiste, je peux me permettre de dire, et Philippe pourrait le compléter mieux que moi, elle insiste beaucoup sur la mission de recherche de l'université. Et si je peux prendre un mot qui est sans doute un peu agressif, elle prône un recentrage de la recherche dans les universités. Voilà. Vous en saurez plus dans quelques mois, j'espère. Je vais prendre toutes vos questions, vous demandant évidemment d'être assez synthétique. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. On va commencer par Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Merci, Messieurs le Président, Monsieur le rapporteur, pour la qualité de votre rapport qui va vraiment très loin et sur lequel, je le dis avec beaucoup de sincérité, je partage l'essentiel des bilans, des propositions et de la prospective générale qui me semble extrêmement intéressante. Je peux la résumer en une phrase. Nos sociétés sont face à des défis qui sont absolument majeurs, tels que l'humanité les a peu connus jusqu'à présent. Et vous considérez, nous tous ici, que nous pourrons nous en sortir face à ces défis grâce à un investissement majeur dans la connaissance, dans la recherche, dans l'intelligence. Et que pour ça, on a besoin absolument de tirer vers le haut toute une classe d'âge pour lui permettre d'accéder à l'enseignement supérieur. On a besoin de plus de docteurs, on a besoin de doubler le nombre d'ingénieurs. Donc c'est des défis de formation qui sont absolument majeurs. Et vous dites très justement que nous ne pourrons pas y arriver sans repenser l'université comme un instrument fondamental d'aménagement du territoire. L'université permettant justement d'aller chercher ces publics qui sont aujourd'hui un peu éloignés de l'université et qui feront toute la différence dans le saut qualitatif que nous devons faire. Donc vous nous incitez à un changement de paradigme qui est fort et que Monsieur le Président de la Commission avait parfaitement exprimé lors de la mission d'information sur la vie étudiante. Vous insistez à raison sur le maillage nécessaire, sur l'interaction entre les universités maisons mères de métropole et toutes ces antennes qui permettent de drainer le public étudiant. Alors si vous me permettez une formule un peu facile. Aujourd'hui, où on nous demande de bannir TikTok de nos portables, parce que derrière, il y a le Parti communiste chinois, moi j'aimerais qu'on fasse la même chose avec le classement de Shanghai, parce que derrière, il y a aussi le Parti communiste chinois, avec un parangonnage qui me semble aujourd'hui, par rapport à ce que je vous lis, complètement obsolète, qui ne correspond pas à ce que nous devons faire. Le changement de paradigme, vous proposez un instrument puissant pour y aboutir, c'est la déconcentration. Et vous avez un vrai projet de déconcentration qui, je pense, à mon avis, permet justement de redonner toute l'autonomie à l'université. Et on comprend bien en vous lisant que la condition d'une nouvelle autonomie des universités, ça serait une meilleure déconcentration. Alors je vous lis, parce que je partage le bilan. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche reste attaché à des systèmes de fonctionnement anciens, inadaptés aux nouvelles gouvernances et qui se sont progressivement complexifiés. En ce sens, l'actuel mécanisme d'allocation des moyens devenu illisible cristallise de nombreux critiques et constitue un frein à la fluidité des relations entre l'État et ses opérateurs sur le territoire. Ita missa est.
Oui, c'est un sénateur communiste qui dit ça, donc ça les fait rire, je traduis. Voilà. Et on sent bien que dans tout ça, il y a tout le problème de l'évaluation. Je remarque que dans votre rapport, le HCRS est cité une fois, de façon tout à fait marginale, et on comprend bien, entre les lignes, que l'évaluation menée par le HCS prend très peu en compte ce qui est essentiel pour vous, c'est-à-dire la territorialisation et la capacité d'aller chercher les publics. Donc, j'en viens à ma question et j'en finis là, Monsieur le Président. Comment on pourrait entrevoir une évaluation qui permette justement de mieux mesurer l'évolution dans le changement de paradigme? Le HCRS fait un travail, mais un travail d'évaluation scientifique avec des critères internationaux. Nous avons besoin d'autres critères qui permettent justement de mesurer l'évolution de l'université dans le système que vous nous dites. Et je pense que la proposition que vous faites pour redonner plus de pouvoir aux recteurs de l'enseignement supérieur de la recherche et à ses délégués, je la trouve absolument fondamentale, parce qu'on voit très bien que c'est dans cette relation à trois, recteurs de l'ESR, collectivité et université, qu'on pourra redonner de l'autonomie. Je vous remercie. Yann Chantrel. Oui, merci Monsieur le Président. Je vous remercie en tout cas pour ce travail particulièrement rigoureux et minutieux qui rappelle un certain nombre de problèmes déjà bien identifiés dans nos universités, notamment l'absence générale de direction dans les différentes réformes de l'enseignement supérieur, avec des doctrines parfois qui peuvent être un peu contradictoires, notamment l'alternance entre les périodes de division et de regroupement des universités qui rendent le paysage universitaire français assez illisible. Par exemple, on ne sait pas parfois plus comment s'appellent les universités dont on est diplômé. Je prends l'exemple, par exemple, il y a eu Paris 7 qui est devenu Paris Diderot, après Université de Paris, après Université Paris-Cité. On peut avoir du mal un peu à s'y retrouver. C'est déjà compliqué quand on est français. Donc imaginez à l'étranger, cela peut être vraiment néfaste pour l'attractivité à l'international de nos universités. Vous rappelez aussi le caractère obsolète du dispositif d'allocation de moyens, notamment via le fameux dialogue stratégique et de gestion qui n'est plus en phase avec la réalité et à ce titre ne permet pas de corriger les différentes inégalités que vous pointez du doigt. Et c'est en ça que vous faites plusieurs observations qu'il est bon de mettre en avant et de souligner tout particulièrement. Vous constatez des écarts particulièrement choquants, inacceptables en matière de réussite étudiante entre les universités qui concentrent les plus importants effectifs de licence, taux de réussite au diplôme de 39%, et les universités où les effectifs de licence sont moins nombreux, où là le taux de réussite au diplôme est de 61%. Or, il y a justement une corrélation entre ces taux de réussite et la composition sociale de ces différents types d'universités. Les universités qui concentrent les plus importants effectifs de licence comptent davantage d'étudiants défavorisés, 27%, de boursiers, 32%, de bacheliers technologiques et professionnels, 29%, et peu d'étudiants ayant obtenu une mention bien ou très bien au baccalauréat. Ils représenteraient à peu près, donc, dans votre rapport, 16%. Au contraire, les universités où les effectifs de licence sont moins nombreux, elles accueillent bien moins d'étudiants défavorisés, 14%, de boursiers 18%, bacheliers technologiques 9%, et la proportion d'étudiants justement qui ont obtenu bien ou très bien, eux sont très importants, c'est 50%. Alors, or, non seulement les politiques développées par le ministère ne corrigent pas donc ces inégalités, mais elles les amplifient souvent. Donc ma première question, elle porte sur la taille des universités. Vous faites des observations descriptives sur la taille variable des universités, mais peu de remarques normatives. On s'est beaucoup gargarisé de vouloir faire du plateau de Saclay un Cambridge à la française. Or, c'est un modèle qu'on retrouve peu en France. Hein. Une université de taille moyenne, c'est-à-dire environ 20 000 étudiants en dehors des grandes métropoles, c'est quelque chose qu'on retrouve peu. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il faut continuer à fusionner nos universités dans de grandes structures métropolitaines, quitte à y adjoindre des antennes, ou est-ce qu'il nous faudrait plus d'universités, mais moins grosses? Après, j'aurais une autre question, une deuxième question. Il est justement beaucoup question de périmètre dans votre rapport, notamment dans la définition de ce qu'est une université, mais aussi dans l'appréhension des enjeux liés à ce qu'on appelle la vie étudiante. Vous faites remarquer que les Crous ne s'occupent pas seulement des étudiants des universités, mais de tout l'enseignement supérieur.
on peut penser aux étudiants de classe prépa. Or, justement, vous faites largement abstraction du système dual d'enseignement supérieur que nous avons dans vos analyses, alors que pour beaucoup, les étudiants de CPGE ont vocation à rejoindre l'université. Est-ce qu'il n'y a aucun impact de la carte et de la sociologie des CPGE sur les disparités sociales et géographiques que vous constatez à l'université? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir à de meilleures synergies justement entre les deux, voire un rapprochement? Bernard Fialaire. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, c'est quelques questions précises. Dans votre présentation, vous nous dites que vous vous réjouissez, même vous dites que 65% de réponse des universités, c'est satisfaisant. Moi, je trouve qu'un tiers des universités qui ne rendent pas leur copie, ça me paraît plutôt inquiétant. Et j'aimerais savoir si c'est plutôt les grosses universités, les petites, comment vous analysez là, ces non-réponses. Pour revenir sur la question qui a été posée sur le regroupement des universités, moi je suis élu dans le département du Rhône, on a des réflexions sur les regroupements des diverses universités, d'ailleurs pour qu'elles soient un petit peu moins, peut-être en silo dans leur discipline, mais qu'il y ait plus de brassage de culture. Alors j'ai bien entendu les chiffres de mon voisin sur les résultats, mais est-ce qu'il y a quand même un intérêt économique et de gouvernance de regrouper quelques universités et d'y adjoindre d'ailleurs des antennes, ce qui permettrait, parce que votre carte là autour de Lyon, c'est quand même très blanc, hein. Il y a un gros rond central, mais tout le reste est assez clair. Et enfin, sur les campus connectés, vous nous avez cité l'exemple de campus connecté avec un seul étudiant. Est-ce que vous avez quand même la moyenne des étudiants globalement sur ces campus, et est-ce qu'on a quand même déjà des résultats d'orientation au bout d'un an, 2 ans de fonctionnement? Parce que moi j'ai des exemples de réussite et de progression d'effectifs dans ces campus connectés. Monique de Marco. Je vous remercie. Moi je vais aller directement aux questions. Dans votre présentation tout à l'heure, au sujet des antennes, vous avez dit qu'elles pouvaient être considérées comme un coût supplémentaire. J'aurais voulu que vous précisiez ces propos. Deuxième question, concernant les inégalités territoriales, le taux de diplômés se réduirait à mesure que l'on s'éloigne des centres-villes. C'est ce que me semble que j'ai compris. Avez-vous des préconisations justement pour réorienter? Et dernière question, avez-vous fait un bilan du mode de financement, du renforcement des financements par appel à projet? Pierre-Antoine Lévy. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, merci pour votre présentation et votre travail précis et riche d'enseignement. Beaucoup de choses ont été dites, mais dans votre rapport, vous reconnaissez le rôle essentiel joué par les universités de proximité et leurs antennes. Alors c'est vrai que ce n'est pas un mot, c'est pas un gros mot, mais c'est la dénomination dans le maillage territorial universitaire. Ce maillage constitue un enjeu majeur d'aménagement du territoire. Alors dans son rapport d'information accompagnement des étudiants, une priorité, un enjeu d'avenir pour l'État et les collectivités, mission d'information qui est présidée par notre président Laurent Lafont, constatait que le choix de la proximité est parfois une condition à l'accès à l'enseignement supérieur pour de nombreux étudiants. Le critère de proximité géographique est invoqué dans 80% des cas selon une enquête réalisée par l'INU Champollion-Albi devant la réputation et le coût de l'établissement. Soutenir le développement d'une offre de formation universitaire d'excellence dans le territoire est donc une nécessité. Or, comme le pointait l'Institut Montaigne en 2021, plus de 2 tiers, et on l'a vu, 2 tiers des étudiants sont concentrés dans 22 grandes villes ou métropoles, alors que ces dernières ne concentrent que 29% de la population française. On constate donc que développer une offre locale d'enseignement supérieur de qualité est un véritable levier d'attractivité pour les territoires. Les collectivités doivent favoriser une offre diversifiée et encourager les étudiants à choisir ces structures. Inscrire l'enseignement supérieur au cœur des politiques d'aménagement du territoire peut également représenter des avantages au niveau économique. Des synergies intéressantes peuvent se créer entre les universités et les entreprises locales, les étudiants pouvant trouver un premier emploi directement dans les territoires. On ne peut que regretter que les initiatives associant structures d'enseignement supérieur et entreprises locales ne soient pas plus systématiques et encouragées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Votre rapport vient donc confirmer que les collectivités et les établissements d'enseignement supérieur n'ont que des avantages à créer des synergies ensemble. Il faut favoriser ces initiatives qui prouvent encore une fois leur efficacité.
Merci. Sylvie Robert. Oui, merci, Monsieur le Président. Messieurs, une petite question qui concerne le cadre de la contractualisation entre les collectivités territoriales. Vous en avez parlé, autre que les régions d'ailleurs, pour essayer d'avoir une efficacité dans le cadre de cette gouvernance partagée. Il est bien mis dans le Code de l'éducation que les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à l'exercice de contractualisation. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer la lettre de la loi et dire qu'elles doivent être associées, parce que l'ensemble des compétences, notamment je pense des métropoles, peuvent être de fait prises en compte. Et puis une deuxième question, j'ai été assez frappée sur la question des universités privées, et notamment de l'absence, on dirait, de transparence et de clarification à la fois dans l'installation de ces universités que l'on voit effectivement en développement. Vous le dites vous-même dans votre rapport, écoles privées, universités. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait à la fois avant de peut-être travailler, certifier les diplômes, les évaluer, faire un travail de transparence, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce paysage qui évolue beaucoup, qui se modifie, et on voit dans tous nos territoires. Moi, je suis à Rennes, encore 2 écoles privées qui viennent de s'installer. Ça rentre dans le paysage forcément universitaire, mais on ne sait absolument pas en termes sur le plan financier, d'accessibilité, d'organisation des enseignements, comment les choses se complètent. Enfin voilà, vous avez compris ma question et j'aimerais que vous puissiez y répondre. Je vous remercie beaucoup. Jacques Grosperrin. Merci, Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. C'est vrai que ce rapport, il devrait en tout cas permettre aux universités et collectivités territoriales de mener une véritable réflexion sur leur intérêt commun, et ça a du sens au Sénat. Moi, je voudrais dire simplement, si les universités sont des actrices incontournables du développement économique du territoire, France Université l'a dit, et vous l'avez répété tout à l'heure, qu'ils auraient aimé en tout cas que vous parliez peut-être un peu plus sur le terrain de l'autonomie. Mais si on revient sur l'autonomie, cette loi, en tout cas ce titre qui n'est pas le vrai titre de la loi de 2007, on dit souvent le titre c'est l'autonomie des universités, non, c'était la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Donc il ne faut pas se tromper, chacun a repris des choses qui lui permettaient à un moment donné de faire partie ou de faire parler ses propos. Donc moi j'ai une première question. Vous avez esquissé, et ça apparaît sur ce slide là, le fait que les chefs d'entreprise ne siègent pas assez dans les conseils d'administration des universités. Lors de la promulgation de la loi ou lors des débats de la loi, il y avait un point fort qui était: est-ce que les présidents des universités doivent être des enseignants-chercheurs ou est-ce qu'ils doivent être, à un moment donné, aussi des chefs d'entreprise? La ministre a lâché, parce qu'au départ, dans la loi, c'était des chefs d'entreprise qui devaient être présidents d'université, et ça aurait réglé en partie un problème fort vis-à-vis de cette gestion et en tout cas de cette ouverture. Vous parliez du rapprochement des CROUS, vous parliez de la difficulté de la dévolution également, que les présidents d'université ne prennent pas. Est-ce que ça pourrait ne pas être une première recommandation? Osons que les présidents d'université soient choisis dans le cadre, ou en tout cas chez des chefs d'entreprise. Ma deuxième question, c'est sur la contribution financière. Les régions sont simplement associées. Ma collègue Sylvie Robert posait un problème important. Je crois que les communautés urbaines, en tout cas, ou les communautés d'agglomération, les départements participent parfois, mais pas assez vis-à-vis de cela. Et elles sont simplement associées, mais elles ne sont pas véritablement partie prenante en tout cas, dans le choix de l'offre universitaire. Alors, cette question est simple, c'est comment répondre à la demande des régions d'occuper une place renforcée. Bon, elles agissent essentiellement au niveau des formations sanitaires. Et puis enfin, comme dans les lenders d'ailleurs, et vous le dites dans votre rapport. Et enfin, une troisième question, c'est la question des petites universités qui ont été, une question qui a été, un propos qui a été engagé tout à l'heure par un des présidents qui disait que les universités de moins de 20 000 habitants avaient des difficultés financières. Moi, je vois dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, il y a une commune qui s'est mise en place avec Bourgogne-Franche-Comté. Il y a eu une scission de cette commune uniquement pour la difficulté de savoir où on trouvait le siège de la commune.
Là, je m'interroge sur le rôle des recteurs qui sont en charge du ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir une fonction importante de pouvoir taper le poing sur la table? Parce qu'on voit que ce sont des financements qui disparaissent, près de 10 millions d'euros pour les uns et les autres dans le cadre d'ICIT. Voilà, telles étaient mes 3 questions. Je vous remercie, Président. 2 dernières questions. Nathalie Delattre et ensuite Sonia de la Provoté. Merci, Monsieur le Président. Je rebondis sur une phrase que vous avez eue tout à l'heure dans vos propos de présentation, en parlant de la problématique des logements vacants pendant la période estivale. Alors, nous ne devons pas connaître les mêmes campus, effectivement, parce qu'à Bordeaux, je suis sénatrice de la Gironde, il y a 8 étudiants pour un logement, et l'été, les étudiants sont pleins de peur de laisser leur logement étudiant, donc il y a peu de turnover. Effectivement, cela pose d'ailleurs de graves problèmes de rénovation de ces logements, puisque les temps d'intervention sont donc réduits, et dès que l'on enlève des logements du parc, eh bien, effectivement, ce sont des étudiants qui ne sont pas accueillis. À cette occasion, moi, je suis allée visiter des logements qui étaient en mauvais état. Le Crous, effectivement, assure les travaux courants, mais pour beaucoup, ces logements sont propriétés des bailleurs sociaux qui ont beaucoup de mal à faire les gros travaux. Et donc, je voulais savoir si, dans vos travaux, alors, vous nous annoncez cette bonne nouvelle de voir un rapport spécifique sur le logement étudiant. J'espère que vous pourrez en faire une présentation ici, parce que cette question est très, très importante. Est-ce que vous aurez des préconisations sur le fait qu'il y a peut-être une nouvelle forme d'aide à avoir en faveur de ces CROUS? Alors, je suis, comme vous, favorable à cette intégration et cette gestion directe par les universités, mais cela implique de pouvoir être propriétaire de ces logements, parce que le rapport propriétaire bailleurs sociaux et locataires CROUS est compliqué, encore une fois, dans sa gestion des petits travaux et des gros travaux. Donc voilà, je voulais avoir votre sentiment en la matière, si vous pouvez déjà nous annoncer un peu les conclusions de ce rapport qui devrait être imminent. Et puis aussi, une dernière question. Je pose tout à l'heure en question au gouvernement une question sur la santé mentale des jeunes. Vous n'avez absolument pas parlé de l'accompagnement psychologique des jeunes, qui est aussi, quand on parle d'université, un paramètre énorme à prendre en compte aujourd'hui, tant leur détresse psychologique est grande. Merci. Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. Ma première question va porter sur l'autonomie, parce qu'on a du mal à mettre un contenu précis sur ce sujet, et on ne sait pas quand elle s'applique et quand elle s'efface, parce qu'il peut être nécessaire qu'elle s'efface, et j'en veux pour preuve la mise en place de la réforme d'accès aux études de santé, qui a vu fleurir en France une réforme par université, avec une forte inégalité, de très très grandes disparités. Or, me semble-t-il, un médecin reste un médecin, et par la suite, d'ailleurs, les enseignements sont beaucoup plus normés. Et donc, est apparu à la faveur de cette réforme un vrai problème de pilotage national, d'alerte, voire de cadrage, n'empêchant pas l'autonomie des universités, mais permettant quand même que, sur cet objectif majeur d'intérêt public et de santé publique, on puisse recruter de la bonne façon des étudiants pour devenir médecins et professionnels de santé demain. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur ce lien entre l'autonomie et aussi la nécessité d'un pilotage. Quand il s'est agi d'avoir des chiffres nationaux, on n'en a pas eu. Et on n'en a toujours pas d'ailleurs sur la réussite des objectifs, notamment le pluralisme de recrutement dans les promotions. Mon autre question porte sur le post-Covid et ce qui avait été mis en évidence, ce fameux enseignement à faible valeur ajoutée, descendant, magistral, qui est celui de l'amphithéâtre. Et on avait mis en évidence que justement les enseignements plus interactifs en petits groupes, ED, TD, qui sont
formations qui relèvent du mentorat, du tutorat, étaient intéressants et que la numérisation pouvait pour le coup servir plutôt à faire les enseignements magistraux. Et c'était une très grosse opportunité pour les territoires et la décentralisation. Est-ce que vous avez regardé cet aspect-là? Parce que pour le coup, les collectivités territoriales seraient très allantes pour pouvoir accompagner justement ces enseignements dirigés, favorisés, parce que dans les antennes, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Ma troisième question porte sur Parcoursup. Vous avez dit qu'effectivement qu'il y avait une répartition des bacheliers très différente entre le siège et les antennes au niveau social et au niveau de la réussite. Est-ce que vous pensez que l'absence de transparence ou en tout cas des choix et des algorithmes locaux et le fait que chaque université mette le sien en place a aggravé cette différence entre la répartition entre le siège et les antennes? En d'autres termes, les meilleurs bacheliers sont choisis préférentiellement par Parcoursup pour aller dans le siège. Et enfin, ma quatrième question a déjà été un peu évoquée, c'est celle des regroupements au forceps, les fusions-absorptions, les OPA d'un site sur un autre pour faire des universités reconcentrées. On le sait très bien, il y a des endroits où ça s'est fait et ça marche mal désormais. Je ne citerai pas le lieu, mais tout le monde le sait. Et les aides de l'État et de certaines collectivités, d'ailleurs proactives, sont conditionnées à cette fusion-absorption. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable et qu'il vaut mieux pas que finalement les sites marchent bien et travaillent bien ensemble? Voilà, je voudrais rajouter une dernière question, et évidemment, elle s'adresse aux membres de la Cour des comptes que vous êtes. Vous avez beaucoup insisté dans le rapport sur la réallocation des moyens ou les disparités, plus exactement, entre les allocations des différentes universités. À enveloppe constante, ça paraît difficile de rééquilibrer les choses. Est-ce que vous avez fait une évaluation, ne serait-ce que pour la partie contrat d'objectifs et de moyens et de performance, du supplément nécessaire pour arriver à ce changement de paradigme que citait notamment Pierre Ouzoulias et sur lequel vous insistez également dans votre rapport? Vous répartir peut-être les réponses. Vous avez vu que les questions sont nombreuses. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez les prendre. Je me permets juste de dire, avant que mon collègue tente de répondre à la plupart de vos questions, avec le concours de Clément, que vous nous avez donné là pratiquement soit la matière d'une journée entière d'études, soit même d'un mandat de travail quinquennal. Donc voilà, nous ne pourrons pas répondre à fond, mais nous notons bien toutes ces questions et naturellement, au-delà de ce que j'ai dit, nous y travaillons et nous pourrons vous apporter des réponses dans les mois qui viennent. Philippe ? Oui, sur le point précis, mon collègue me rappelle que vous avez évoqué, madame, la réforme des études de médecine, alors de santé, mais nous avons une enquête en cours sur le sujet. Voilà, donc dans quelques mois, sur la... Tout à fait, nos rapporteurs les ont repérés, et voilà, nous en y travaillons, et j'espère que... Le rapporteur est repéré. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Dans quel ordre vous les prendre? Je suis en train de... Excusez-moi, j'ai un temps de réflexion pour reprendre les notes. On nous a... J'essaye de répondre sur l'affaire des 65%. Notre satisfaction était d'ordre statistique. Elle n'était pas, évidemment, nous, on aurait préféré 100%. Pourquoi certaines universités ne nous répondent pas? En général, c'est parce qu'elles estiment ne pas avoir le temps, d'autres choses à faire. Je dirais même que 65%, c'est un bon résultat dans les habitudes que nous avons, quand nous adressons nos questionnaires à toutes les universités, ce que nous faisons assez systématiquement dans nos contrôles. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est pas... Non, alors là, il n'y a pas de... Non. Alors, sur la taille de l'université, et si je peux me permettre, essayer de la lier à la problématique des fusions et absorptions, même si cette expression, je pense que... Alors, c'est très difficile parce que, de vous répondre, parce que... je ne pense pas qu'il y ait un idéal type autre que celui de
ce que le territoire et son université décident d'être eux-mêmes. J'aime toujours citer la phrase d'un des présidents d'université les plus célèbres du monde, qui était suisse, à Lausanne, et qui disait « Pour moi, une université, c'est 10 000 étudiants et 1 milliard d'euros ». Alors, moi, j'aime assez cette définition, parce qu'au moins, lui, il sait ce qu'il veut. Je pense que, vous parliez du classement de Shanghai, les grandes universités du haut du classement ne sont pas des grosses universités, en effectif. Donc, ça mérite sans doute un moment de réflexion. Big is not beautiful. Mais ce n'est pas la Cour qui va décider de ça. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des textes, notamment la loi de 2013, qui a imposé aux universités de faire le choix de la fusion de la commune ou de l'association. Toutes ne l'ont pas fait. Certaines sont restées orphelines, volontairement. Et puis après, il y a eu l'ordonnance sur les établissements expérimentaux, où là, il y a eu des absorptions et des fusions, comme pour employer cette expression, qui ont pour caractéristique d'être menées dans la plus totale liberté. Et alors les résultats, il nous faudra quand même un peu de temps pour les évaluer de manière approfondie. Il est normal que lorsque des grandes manœuvres de cette nature se mettent en branle, il y a une période de confusion, une période de difficulté initiale, de mise en place, des quiproquos. Il faut laisser du temps à ces établissements, étant entendu que les établissements expérimentaux, ne l'oublions surtout pas, ont pour vocation à peine cachée de tous devenir des grands établissements. Et que certains établissements expérimentaux aujourd'hui entament leur procédure de fin de l'expérimentation pour passer à un autre statut. Ce qui fait que le tableau qui est dans le rapport, il est déjà faux avant même d'avoir été imprimé. Tout ça va encore beaucoup bouger. Jusqu'à présent, la Cour ne s'est pas prononcée sur les effets de taille, autrement qu'en les constatant, et elle a préféré travailler sur la notion de grande université à rayonnement international et à recherche intensive, qui sont assez faciles à identifier, puisqu'elles s'identifient elles-mêmes, au sein d'une association où on ne rentre pas comme ça. Toutes les universités peuvent sonner à la porte de l'association, on n'y rentre pas si facilement. Bon, nous, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Il y a manifestement des universités qui sont IDEX et ICIT, qui constitueraient, modulo un ou deux cas particuliers, une catégorie d'université. Et vous voyez qu'ici, je ne parle pas de la taille et je ne parle pas de sa superficie, qui est un autre problème. Et puis, il y aurait des universités où le rayonnement et la recherche sont moindres, moins intensifs, mais on n'a pas dit de moindre qualité. On a dit de moindre intensité, et c'est la fameuse théorie finalement pas irrecevable du tout, de la recherche de niche, de la spécialité. Certaines universités littorales ont parfaitement réussi, ou du moins ont relevé ce défi avec des arguments. Bon, La Rochelle, mais même à Toulon, on voit le même type de raisonnement qui se met en place, et c'est heureux. En montagne aussi, à Chambéry. Donc, et il restera toujours après des questions sans réponse sur certaines universités qui n'ont pas la taille critique pour être de grands rayonnements internationaux, mais qui souhaitent toujours l'être. Voilà, donc sur l'effet de taille, nous, ce que nous voyons, c'est les conséquences. Et les conséquences, ça me permet de rebondir sur une autre question, c'est celui de l'immobilier. On n'en a pas parlé dans ce travail-là, mais l'immobilier, et ça me permet de faire écho aussi à une autre question, c'est profondément lié, selon la Cour, à la notion d'autonomie. Quand vous êtes locataire, vous n'êtes pas autonome. Voilà la position de la Cour. Ou pour le dire mieux, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, lorsqu'on n'est pas propriétaire. Donc la Cour estime qu'il y a un lien profond entre dévolution et autonomie. Donc en étendant la question à celle que vous posiez tout à l'heure concernant les CROUS, voilà, l'idée de base,
mais qui est une idée qui demande à vivre sur la très longue durée. Ce n'est pas une idée qui doit être réalisée dans les mois qui viennent. C'est une affaire d'années, d'expérimentation, de politique du pas à pas. Il faut être prudent et ne pas violenter les personnels, naturellement. Il faut aller à la bonne vitesse. Je pense que les universités propriétaires seront forcément plus autonomes. C'est en tout cas, quand je dis je, excusez-moi, c'est la Cour. Hein. Je parle sur la base de ses travaux antérieurs. Oui, Madame Sénatrice, sur la problématique des universités privées, des écoles privées. Donc nous avons ici uniquement focalisé sur les universités privées. Clément, je parle sous votre contrôle. Il n'y en a pas tant que ça. Et donc on a simplement remarqué que des universités privées bien connues et sur lesquelles on ne se prononce pas autrement que ça, n'ayant pas le droit de délivrer elles-mêmes leur diplôme, le font par le biais d'une convention avec une autre université. Mais que ce qu'on a remarqué, c'est que dans la ville V, qui est une grande ville, vous avez une grande université catholique et une grande université publique, et que c'est pas entre ces deux universités que se font les agréments et les conventions. C'est avec l'université de PV, la petite ville, qui est à 50 km. Voilà. Et donc, ça nous a paru être un manque de transport. Et d'autre part, d'après les textes, il n'y a pas lieu que l'université privée s'appelle université. Voilà. Pour les écoles, nous n'y avons pas touché. C'est une autre affaire, bien plus compliquée, je crois, car multiple. Et en effet, il y a école privée, il y a école privée sous contrat. Et tout ça est très varié. Et il faudra que la Cour y revienne sans doute. Mais là, vous comprenez qu'en ayant fait le choix très restreint de l'université, nous n'avons pas du tout prospéré sur cette voie. Sur le bilan des financements des AAP, alors ça c'est assez difficile aujourd'hui de vous faire un tableau. Sous l'angle du présent rapport, c'est-à-dire de la territorialité, on peut assez bien parler des AAP qui sont de types différents. Il y a les AAP ANR, il y a les AAP PIA, mais surtout, ne jamais oublier PIA au pluriel, parce que entre le premier et le quatrième, c'est pas du tout la même chose, de France 2030, du plan de relance, et d'autres acteurs, car il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux acteurs autres qui font des appels à projets. Donc Clément, nous, sur la partie territoriale, qu'est-ce qu'on a dit sur cette affaire d'AAP Donc sur la question des appels à projets, ce qu'on a constaté, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est la carte qui indique bien sûr des disparités de financement de façon territoriale. Et en fait, c'était depuis le départ l'ambition assumée des investissements d'avenir, hein, de créer des universités championnes qui rayonnent à l'international, qui concentrent une partie importante des financements pour pouvoir peser au plus haut niveau dans la recherche mondiale. Donc je pense que le bilan territorial qu'on a pu dresser, il est essentiellement ici. Merci. Si je peux poursuivre, quelqu'un a parlé du classement de Shanghai. Bon, le classement de Shanghai, à mon avis, a beaucoup perdu de sa force depuis quelques années maintenant. Si j'ai bien compris, le classement de Shanghai a été créé pour répondre à une question très simple. C'est où dois-je envoyer mes enfants pour qu'ils fassent les meilleures études possibles? Cette question, nous n'avons pas rencontré en France de parents d'élèves qui se la posent en ces termes, en prenant le classement de Shanghai comme référence. Ils se la posent, bien évidemment, tous les jours. Mais le classement de Shanghai n'est pas leur bréviaire et la plupart d'entre eux ne le connaissent pas. Le classement de Shanghai a constitué, je ne reviens pas là-dessus, un choc quand il est paru dans sa 3e édition. Et il a été à l'origine de nombreux bouleversements aux alentours des années 2007, mais il n'a jamais pénétré la société française, notamment le monde des parents d'élèves, auprès de qui il devait trouver toute son originalité, toute sa vocation. Il a été plutôt concentré dans le microcosme, où chacun s'est demandé pourquoi il n'était pas 400e ou 35e.
Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui est maintenant un peu derrière nous. Vous nous avez demandé comment faire pour que le HCERES, et d'une manière plus générale, comment faire pour mieux évaluer les changements de paradigme. Ça, je n'ai pas la réponse toute faite. Sans doute faudrait-il que le HCERES reçoive un mandat pour évaluer ces questions de territorialité prises une fois de plus dans leur globalité, et sans oublier la recherche. Ou bien, on peut aussi imaginer qu'il y ait des instances d'évaluation spécialisées sur cette question, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Vous nous avez peut-être légèrement exagéré la portée de nos conclusions en disant que nous étions pour un renforcement du niveau académique et notamment du recteur délégué. Nous avons surtout demandé que l'on clarifie sa position, parce que, commençons par là, parce que sincèrement, c'est flou, c'est incertain. Sortons de cette situation et après, il sera toujours temps de voir si c'était une bonne idée ou une mauvaise au fil de l'expérience. Oui, prenez, changez un peu. Allez-y. Alors, il y a eu différentes questions sur les campus connectés. Donc, on me demandait si donc le chiffre de 110 000 € pour les deux campus qui n'ont accueilli qu'un seul étudiant a été avancé. On m'a demandé s'il y avait le chiffre moyen. Donc, oui, le chiffre moyen est de 13 000 €. Pour vous donner un point de comparaison, un étudiant en licence à l'université, c'est environ 5 000 €. Donc là, on est quand même quasiment au triple, sachant que cet étudiant qui suit un enseignement à distance est aussi inscrit dans une autre université, donc on pourrait considérer qu'il coûte en fait 13 000 € en plus de sa licence qui suit à distance. Donc c'est vraiment un coût important. Est-ce qu'il y a des exemples de réussite de campus connectés? Il y a des campus connectés qui accueillent des étudiants. Il y a certains campus connectés on pourrait dire, qui marchent plutôt bien. Les populations étudiantes qui, même si on n'a pas pu analyser à ce point de détail les campus connectés, les populations étudiantes sont assez surprenantes. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, donc c'est pas quelque chose qu'on aurait forcément attendu. Des parents célibataires, des gens souffrant de pathologies. Ce qu'on constate, c'est que on ne sait pas en fait à quoi servent ces campus connectés. Est-ce que c'est pour financer le sport à haut niveau que le MESR a créé des campus connectés? Je ne crois pas que c'était l'idée à l'origine. Et l'autre point que l'on constate sur ces campus connectés, c'est qu'il n'y a pas eu de comparaison avec qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 13 000 € pour un étudiant à l'université, sans avoir à créer un nouveau lieu. Est-ce que mettre en place du tutorat à l'université, ça pourrait avoir du sens aussi, sans avoir à le faire dans un campus spécifique? Peut-être, Clément, je parle sous votre contrôle, mais une des particularités du campus connecté, c'est que si vous êtes inscrit dans le campus connecté de la ville de V, où se trouve l'université, ça ne veut pas dire que vous passerez votre diplôme dans cette université. Vous pouvez très bien, dans un campus connecté, passer votre diplôme dans une université éloignée. D'ailleurs, c'est le but de la connexion. Et de ce fait, ça explique une partie du désintérêt des universités pour cet objet, qui ne leur apporte beaucoup moins qu'elles ne pourraient l'espérer, dans la mesure où un assez grand nombre d'étudiants se connectent en vue d'obtenir un diplôme ailleurs que dans l'université de l'endroit où se situent les matériels. Voire même, pour compléter ce que vous dites, Philippe, voire même dans une école privée. Il y a des étudiants qui sont inscrits dans les campus connectés et qui suivent des cours dans une formation privée. Il y a eu une question sur le coût d'un étudiant dans une antenne. On m'a demandé pourquoi est-ce que ce coût est perçu comme un coût supplémentaire. Eh bien, en fait, c'est parce que ce qu'a révélé notre enquête, c'est que il n'y a pas dans la subvention pour charges de service public des crédits qui sont dédiés aux étudiants dans les antennes. Donc si l'université veut ouvrir une nouvelle formation dans une antenne, elle doit s'acquitter de frais supplémentaires, donc des bâtiments, des frais de transport pour les enseignants, et c'est des frais supplémentaires qu'elle n'a pas dans le siège. Si on calcule le coût complet, si on regarde combien ça coûte
une fois que, si on regarde comment ça coûte de faire cette formation, c'est on mesure que le coût est similaire en antenne et à l'université, mais l'université est obligée d'aller chercher des financements supplémentaires pour financer cette nouvelle antenne qui correspond pour elle à des coûts supplémentaires parce qu'elle n'est pas prise en compte dans la subvention pour charge de service public. Oui, voilà. Monsieur le Président, quelques compléments par rapport à mes collègues. Je vais très vite pour respecter votre agenda. Je reviens sur la question de l'évaluation, la question du sénateur Ouzoulias. En réalité, pour mieux prendre en compte la dimension territoriale dans l'évaluation, je ne suis pas, et c'est une position personnelle, hein, la Cour n'a pas écrit là-dessus, favorable à ce qu'on ajoute des critères dans les missions. C'est-à-dire qu'en fait, dans les 6 missions d'université, nous disions qu'il y a celle de l'insertion professionnelle. Donc la qualité de l'insertion professionnelle permet déjà de voir, y compris dans un bassin, comment fonctionne l'université. Et l'autre, c'est quand même aussi la qualité de la vie étudiante, que vous avez bien étudiée. C'est-à-dire que les indices de satisfaction des étudiants font partie aussi de l'appréciation de la performance de l'université. Sur le point qui est évoqué par Madame de Marco et qui a été évoqué par les collègues sur les appels à projets, bon, je ne peux pas dire grand-chose de plus, sauf que, vous le savez, si vous procédez vous-même à des auditions, nous étions avec le président de France Université la semaine dernière, il y a véritablement une fatigue des appels aux projets, une fatigue des universités qui estime dépenser beaucoup de temps, nous ne pouvons pas le chiffrer à ce stade, voilà. Donc on est dans une logique de réflexion sur le bien fondé, mais nous en reparlerons certainement dans d'autres travaux. Sur la question du sénateur Lévy, sur la question de la concentration dans les métropoles, c'est la question du logement. Eh bien, malheureusement, notre travail n'est même pas commencé. Je l'ai annoncé pour faire un peu de teasing, mais c'est une production, une évaluation que nous produirons l'année prochaine. Bon. Mais on voit bien, enfin, intuitivement, non pas présenter des travaux, on voit bien qu'il y a des synergies à trouver, à renforcer entre justement le dispositif des CROUS, etc., mais aussi le rôle des collectivités territoriales en matière de logement social. Les OPH représentent plus, vous le savez bien ici, plus de la moitié du logement social. Je ne suis pas sûr, enfin, on pourrait ouvrir une réflexion sur la notion, vous savez, de commission d'attribution, d'emploi essentiel, etc., et de savoir si dans les attributions de logement, les étudiants doivent être traités d'une manière particulière ou pas. C'est une question que je pose et on essaiera d'y réfléchir plus tard. Sur la question de l'association des collectivités territoriales au conventionnement, à la contractualisation, bon, là aussi, position personnelle, hein, mais vous vous souvenez que les collectivités territoriales, toutes ensemble, toutes catégories, financent l'enseignement supérieur à hauteur d'à peu près 2 milliards. 2 milliards, c'est 7 à 8% du budget que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, dans cette proportion-là, naturellement, il est normal qu'il y ait un conventionnement. Ces financements doivent trouver un support de conventionnement. Au-delà, c'est plutôt une association, à mon avis, qu'il faut envisager. Sur la question, j'en ai plus que deux, sur la question du manque de chiffres que posait Madame de la Provoté, moi, je suis frappé, et je suis un débutant, pardonnez-moi, je suis frappé par la faiblesse de la mission centrale, la faiblesse, j'ai rencontré la directrice de la DGCIP il y a quelques jours, du service statistique ministériel, on pourra peut-être y regarder, et je crois comprendre qu'on n'est même pas capable de compter les étudiants. Donc voilà, donc on peut aller dans votre direction, on va voir ce qu'on peut faire pour se doter, et pourquoi c'est important, et je me permets ainsi de répondre à la question du président Lafont, qui nous interpellait sur la question du niveau de moyens raisonnable. Alors d'abord, je crois qu'il n'appartient vraiment pas à la Cour de déterminer, c'est à vous, un niveau de financement des universités, mais simplement rappelons que nous avons un financement de l'enseignement supérieur qui est en part de PIB inférieur à la moyenne de l'OCDE, donc c'est un indice. Bon. Et deuxièmement, et ça a été évoqué par mes collègues aussi, au-delà des antennes, que la dépense par étudiant décroît. La dépense par étudiant décroît depuis des années. Donc c'est une indication. Alors, et je ne suis pas sûr que ce soit à mettre comme une sorte d'efficience supplémentaire. Voilà. Alors simplement, pour conclure tout à fait, là c'est je crois la Cour des comptes qui parle, tout financement supplémentaire, toute contractualisation supplémentaire, donc les comptes notamment, devrait être assorti à nos yeux, et nous aurons l'occasion de le dire, d'un renforcement de la qualité de gestion. Car, il faut quand même le dire devant vous, il y a une qualité de gestion qui est globalement insatisfaisante et qui est très inégale. Il y a des universités qui sont bien gérées, mais ce que nous voyons université par université, c'est qu'il y a des efforts. Et donc, si des moyens supplémentaires sont alloués, si on veut être plus attentif à la performance, il faudra aussi trouver un système pour que, par exemple, le contrôle interne, pour être très technique dans l'université, se développe et soit au niveau des moyens qui sont investis. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces réponses à cette problématique, vous avez vu, qui interroge beaucoup et intéresse surtout beaucoup de sénateurs membres de la commission. Vous avez lancé un certain nombre de pistes exploratoires. Je ne doute pas que nous aurons à revenir dessus dans les mois à venir. En tout cas, nous serons très attentifs à la suite de vos travaux tels que vous les avez présentés. Merci beaucoup. Je vais demander à mes collègues de rester puisque nous avons un deuxième point à l'ordre du jour et je vais appeler Jean Ingret pour qu'il vienne présenter